Élection présidentielle au Sénégal sur initiative du mouvement Y en a marre. Les candidats ont été auditionnés par les populations. Fin de campagne électorale au Nigeria. À quelques jours du vote, les citoyens espèrent un scrutin sans fraude et pacifique. Puis le Burkina Faso abrite pour la deuxième fois l'exercice multinational Flintlock. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des armées des pays africains. Voilà, c'était là les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une première au Sénégal. Les candidats à la présidentielle étaient devant les citoyens pour répondre à leurs préoccupations. Une sorte d'audition sur le programme et ce qu'ils comptent mettre en place une fois élus. L'exercice est initié par le mouvement Y en a marre et a permis au public d'interagir avec les prétendants au fauteuil présidentiel. Le point avec Tchèque Berté. Il est le premier candidat à venir se soumettre aux questions des citoyens à l'appel du mouvement Y en a marre et en réponse aux préoccupations du peuple. Ousmane Sonko, les candidats du PASTEF, les Patriotes, en ont profité pour appuyer sa position acerbe sur le franc CFA et son discours anti-système. Une économie nationale ne se développe pas avec du capital étranger majoritairement. Pendant 1h30, les citoyens ont interpellé les candidats anti-système sur leur inquiétude, un exercice à bâton rompu qui a plu aux Sénégalais. C'était important et très important même, parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Et c'est l'initiative que je salue, parce que ça devient donc une chose donc, qui nous met direct en contact donc, avec le candidat. Et c'est la première fois donc, au Sénégal. Après Ousmane Sonko, c'était au tour d'Imadi Kenyan, le candidat dissident du PDS, de répondre aux préoccupations du peuple dans le même format. Et pour le mouvement Y en a marre qui a initié l'exercice, cela était important. C'est des questions terre à terre que les citoyens posent au lieu que les journalistes continuent à poser des questions. Et ça, c'était important. En tant que mouvement citoyen, c'est de favoriser la citoyenneté, mettre la citoyenneté au cœur de l'affaire politique. C'était important. Il faut que les citoyens sentent qu'ils sont importants. Parce qu'une campagne électorale, tu dis ce que tu veux. Mais là, c'est les citoyens qui te posent des questions. Et c'est ça la différence. Seuls Ousmane Sonko et Madi Kenyan, 2 des 5 candidats, ont pu venir physiquement échanger avec les citoyens. Idrissa Seck et Issa Sall ont eux été empêchés au dernier moment. Et quant au chef de l'État sortant Macky Sall, il n'a pas souhaité donner suite à l'invitation du mouvement. On reste au Sénégal. Le pays achève ce vendredi 3 semaines de campagne pour la présidentielle. La campagne a été marquée par le soutien apporté à Idrissa Seck par Khalifa Sall, annoncé depuis sa cellule, et le retour au pays de l'ex-président Wade. Le point dans ce téléban. Près de 6,4 millions d'électeurs sont attendus dès 8h GMT dans plus de 6500 bureaux de vote repartis dans tout le Sénégal, auquel il faut ajouter 310 000 électeurs de la diaspora régulièrement inscrits dans 48 pays où 746 bureaux seront ouverts. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux de vote à 18h GMT, mais ils ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou 26 février, un éventuel second tour compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la nouvelle campagne se tiendrait vraisemblablement le 24 mars prochain. Face à Macky Sall, élu en 2012 et qui, à 56 ans, veut piloter la deuxième phase de son plan Sénégal émergent, seuls 4 candidats adversaires rescapés du nouveau système du parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids espèrent créer la surprise et contrarier ses ambitions, à commencer par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat pour la 3e fois. Ce dernier a d'ailleurs reçu le soutien de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. La campagne électorale a également été marquée par le retour au pays de l'ex-président Abdoulaye Wade. Après avoir appelé à brûler le matériel électoral et à s'attaquer au bureau de vote, une attitude de subversion dénoncée par le gouvernement, l'ancien président, âgé de 92 ans, a expliqué jeudi soir dans un communiqué avoir finalement opté pour une résistance somme toute, ferme mais pacifique, à la suite de la demande pressante du chef religieux et des chefs d'État voisins.
Même registre, le Nigeria vote également ce week-end pour élire son prochain président. Et ce, après un report d'une semaine du scrutin qui a attisé les tensions dans cette course serrée entre le président sortant Muhammadu Buhari et son principal rival, Atiku Abubakar. Voici les détails. Après le report surprise pour des raisons logistiques du scrutin, quelques heures à peine avant l'ouverture des 1200 bureaux de vote, près de 84 millions d'électeurs sont donc rappelés aux urnes samedi dès 8h, soit 7h GMT au Nigeria. Autre enjeu de ce vote, les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat doivent être également renouvelés. La commission électorale indépendante, qui a assumé la totale responsabilité du report du 16 février dernier pour des raisons de retard logistique, a déployé près d'1 million d'agents à travers le pays et imprimé 421 millions de bulletins de vote. Un nombre record de 23 000 candidats se sont présentés aux différents scrutins, mais le véritable duel se déroulera entre le président Buhari du Congrès des progressistes APC et son adversaire du Parti populaire démocratique PDP, Atiku Abubakar, qui se dispute la magistrature suprême. Muhammadu Buhari, 76 ans, demande aux électeurs un second mandat pour terminer les 2 chantiers prioritaires de son gouvernement sur lesquels il avait été déjà élu en 2015, en finir définitivement avec l'insurrection djihadiste Boko Haram et avec la corruption endémique du pays. Le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États de la Fédération et la capitale fédérale Abuja, sous peine de voir engagé un second tour la semaine suivante. À noter qu'aucune date n'a été annoncée pour les résultats. Et à quelques heures du vote, les Nigériens restent sceptiques, mais espèrent toutefois que le scrutin se déroulera dans des conditions pacifiques. Suivez ici quelques Nigériens au micro de notre correspondant Abdoulaye Issa. Nous sommes à la veille des élections. Notre souhait est que tout se passe dans la paix et la sérénité. Les partis politiques veilleront et le maître mot sera la paix. Notre souhait est qu'il n'y ait pas de nouveau report. Le report de la fois dernière a ses conséquences. Pour cette fois, la population sortira certainement pour voter. Mais dans certaines localités du pays, il y aura moins d'affluence. Attendons demain pour voir. Nous sommes tous inquiets. Les défis sont énormes. Côté sécurité, nous constatons un fort déploiement de forces de l'ordre. La population fera son choix. Les derniers mots, que les acteurs politiques respectent les verdicts des urnes. Les forces politiques de l'opposition béninoise sont très remontées contre la gestion du processus électoral en cours. Elles ont effectué dans la soirée du 21 février une sortie médiatique. C'était pour protester contre le verdict de non-conformité déclaré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sur 10 dossiers reçus par le ministère de l'Intérieur, seulement 4 ont eu le feu vert pour les législatives prochaines. Force Cori pour un Bénin émergent, Union sociale libérale et Restaurer l'espoir, tous partis d'opposition redoutés, sont recalés et ne pourront donc pas, suivant l'autorité, participer au scrutin. La colère était montée d'un cran jeudi. Notre démocratie est fortement en danger. Et pour cause, tous les partis politiques de l'opposition viennent d'être arbitrairement exclus de la course aux élections législatives d'avril 2019. Il nous a été demandé de passer dans la matinée de ce jeudi 21 février 2019 pour retirer un courrier nous notifiant notre exclusion du processus électoral en cours à travers une décision politique basée sur des motifs infondés qui ne figurent pas parmi les multiples observations à nous notifier et auxquelles nous avons donné entière satisfaction. Les partis de l'opposition ont donné un ultimatum aux responsables à divers niveaux du processus électoral de rétablir l'injustice. Le gouvernement Talon sera tenu responsable des déconvenues qui découleraient de cet acte antidémocratique si au plus tard, demain, vendredi 22 février 2019, à 12h,
les partis politiques de l'opposition ne sont pas rétablis dans leurs droits. Pendant que mouvance et opposition se déchirent, le dépôt de déclaration de candidature a démarré le 21 février pour prendre fin le 26 du même mois. Pour la première fois dans l'histoire, aucun candidat ne s'est aventuré à la Sénat le premier jour pour enregistrement, bien que le dispositif ait été installé. Le Burkina Faso abrite pour la deuxième fois l'exercice multinational Flintlock. Il s'agit d'un exercice militaire international organisé chaque année depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique. 31 pays africains et occidentaux prennent part cette année à l'exercice militaire multinational Flintlock, un record de participation depuis le lancement de ce projet en 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, US-Africom. Le contexte terroriste oblige, face à l'ennemi commun, il faut taire les divergences et s'unir pour combattre l'extrémisme violent et le terrorisme qui frappent les pays de la bande sahélo-sahélienne. C'est tout l'enjeu de cette vaste manœuvre militaire commandée par les États-Unis d'Amérique. Nous n'en viendrons à bout quand nous combattons ensemble. Et Flintlock représente l'occasion idéale d'apprendre comment opérer aux côtés les uns des autres. Ces grandes manœuvres militaires regroupent cette année plus de 2000 militaires des forces spéciales des 31 pays participants, dont le Burkina Faso abrite le poste de commandement. C'est un exercice des forces spéciales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et cette fois-ci, 2019, il y a eu une grande amélioration. Le scénario est basé sur les réalités que nous vivons actuellement. L'exercice militaire Flintlock se tiendra du 18 février au 1er mars 2019, principalement au Burkina Faso, dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou et de Pau. Le poste de commandement secondaire est basé à Attar, en Mauritanie. Durant 2 semaines donc, les militaires vont partager leur expérience, acquérir et perfectionner leur savoir-faire tactique et technique dans le cadre de l'antiterrorisme. Ce sera aussi l'occasion pour les experts des pays partenaires de l'opération d'améliorer la coordination régionale et internationale en matière de sécurité. Puis le pape François a réclamé ce jeudi des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre les agressions sexuelles de mineurs perpétrées par des membres du clergé en réponse aux victimes qui souhaitent un électrochoc. C'était au début d'un sommet inédit au Vatican. Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces, a déclaré le souverain pontife à l'ouverture du sommet inédit au Vatican pour lutter contre les agressions sexuelles sur mineurs perpétrées par des membres du clergé. À 2 pas du Vatican, au pied du château Saint-Ange, des victimes de l'association internationale ECA racontaient leur histoire pendant que se déroulait l'ouverture du dit sommet. C'était mon dernier certificat d'innocence. Il m'a amené à ce petit séminaire et j'ai été molesté sexuellement par un prêtre quelques années là-bas. Et après mon école primaire, c'était terminé. Je n'ai fait que survivre. Aujourd'hui, c'est mon dernier certificat d'innocence. Venir en public dire « j'ai été abusé et l'Église doit arrêter ça ». Les mesures qu'il doit prendre, c'est de redonner les noms des prédateurs par tout le monde, de faire ça public parce qu'il y a trop de prédateurs qui sont cachés, qui sont encore en vie, qui sont même dans les paroisses et qui sont même près des enfants et qui continuent les abus et ça doit arrêter maintenant. On en a marre. L'Église, dont la crédibilité a été sévèrement entachée en 2018 par de nouveaux scandales de grande ampleur au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne, sait qu'elle doit désormais agir au risque de sombrer. La courte réunion qui vise à réveiller les consciences dans les rangs de l'Église avec une méthode collégiale éducative prendra fin dimanche par un discours très attendu du pape François et ne doit pas déboucher sur un document final. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.